L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est la couche protectrice d'air autour de la Terre qui est essentielle à la vie. Elle contient l'oxygène nécessaire pour qu'on respire, elle retient la chaleur du soleil, elle maintient la température relativement stable entre le jour et la nuit. Juste comme ça, s'il n'y avait pas d'atmosphère, il ferait environ 80 degrés Celsius le jour et moins 120 la nuit. Quand même pas pire. Elle sert aussi de bouclier contre une certaine quantité des rayons ultraviolets nocifs qui nous proviennent du soleil. De quoi c'est fait? Au niveau de la mer, on retrouve 4 principaux gaz dans l'atmosphère. L'azote à 78,1%, l'oxygène à 20,9%, l'argon 0,93% et le CO2 0,04%. La quantité de CO2 fait les manchettes depuis longtemps. Ce gaz est responsable en partie du réchauffement climatique. Avant l'industrialisation et la multiplication des dispositifs de combustion au charbon, les niveaux de CO2 dans l'atmosphère étaient d'environ 0,018 à 0,028. L'augmentation a été très rapide. En moins de 200 ans, ces niveaux ont presque doublé. Je tiens à ce que tu saches par contre que c'est normal que le niveau de CO2 varie dans l'atmosphère. En effet, on a remarqué au fil des millénaires que c'était cyclique. Donc 0,04%, ça l'a déjà eu lieu. Quand on dit que l'homme est responsable du réchauffement climatique, c'est que l'espace de temps entre un creux et les niveaux actuels de CO2, normalement, sont beaucoup plus longs. Et nous, avec nos industries, notamment des combustibles fossiles, on a accéléré ce processus-là. Donc, c'est de là notre implication. Le 0,03% restant est très variable et dépend de la région. Il est constitué notamment de fines particules, de sable par exemple au-dessus du Sahara, et de grandes quantités de cendres au-dessus des centrales thermiques en Chine par exemple. Dans les grandes régions agricoles, on va retrouver beaucoup de méthane en suspension. Les avions vont aussi contribuer à l'ajout de déchets de combustion de leur carburant dans l'atmosphère. Tu auras remarqué que dans les gaz atmosphériques, je n'ai pas mentionné la vapeur d'eau. Lorsqu'on étudie l'atmosphère, on prend l'eau à part. Sa concentration varie rapidement en fonction de nombreux facteurs comme la température et la pression, ce qui fait que ce serait plus difficile à étudier. On estime que l'eau représente environ le 0,25% de la masse totale de l'atmosphère. Au-dessus de notre tête, pas partout pareil. En s'élevant dans l'atmosphère, on constate des variations importantes au niveau de la concentration des gaz, de la température et des différents phénomènes qui s'y produisent. Ces observations ont permis de diviser l'atmosphère au-dessus de nos têtes en 5 couches. Regardons ensemble ces couches en partant du sol. La première couche est la troposphère. Son épaisseur varie en fonction de l'endroit sur le globe. Elle est plus épaisse à l'équateur, entre 13 à 16 km, et plus mince au pôle, entre 7 et 8 km. En s'élevant dans les airs, nous remarquerons une baisse marquée des températures. Elle peut atteindre jusqu'à moins 60 degrés Celsius à la limite supérieure. On observe aussi une baisse de la quantité de gaz. En effet, cette couche contient entre 80 et 90% de toutes les molécules d'air de l'atmosphère. Dans cette couche se produisent aussi tous les phénomènes météo qui nous influencent au quotidien, les nuages, la pluie et les vents par exemple. La deuxième couche s'appelle la stratosphère. Elle s'étend de la limite de la troposphère à 50 km d'altitude. À mesure qu'on s'élève, la température s'élève aussi, bien qu'elle reste très froide. En effet, à la limite supérieure, on atteint le point de congélation de l'eau, 0 degrés Celsius. Les gros avions volent dans cette couche, car l'air étant moins dense, ils vont subir moins de friction et pouvoir aller plus vite. Elle contient une bonne partie de la couche d'ozone qui arrête les rayons UV nocifs du soleil. La couche d'ozone est sensible à plusieurs molécules produites par l'homme, notamment les chlorofluorocarbones, communément appelés CFC, qui étaient utilisés dans les produits réfrigérants au début du siècle. Dans les années 90, on s'est aperçu que la couche s'amincissait dangereusement, résultant d'une augmentation significative des cancers de la peau et des cataractes, qui est un assombrissement du cristallin dans l'œil, ce qui diminue grandement la capacité visuelle. Sur l'animation suivante, on peut observer entre 1975 et 2000 l'épaisseur de l'atmosphère
au-dessus de l'Australie. Plus ça tend vers le bleu, plus la couche est mince. 10 ans de négociations viennent d'aboutir à Montréal avec la signature d'un accord, et ça c'est vraiment historique, un accord visant à protéger la couche d'ozone. Le protocole d'entente a été signé par 24 pays, de même que par la communauté économique européenne. Jacques Rivard a préparé ce qui suit. The Montreal Protocol is a triumph in international cooperation. On s'entend donc pour, en 1989, geler la consommation à celle de 1986, soit quelques 800 millions de tonnes de chlorofluorocarbone et halon. Baisse par la suite de 20% jusqu'en 1994 et de 30% jusqu'en 1999 pour un total de 50% en 10 ans. L'industrie devra donc cesser d'utiliser le fréon pour réfrigérer. L'interdiction des CFC au début des années 2000 semble avoir produit son effet. En effet, l'ONU a mentionné en 2018-2019 que la couche d'ozone était en voie de guérison. La troisième couche se nomme la mésosphère. Elle fait une trentaine de kilomètres d'épaisseur. Encore une fois, la température diminue à mesure qu'on s'élève en altitude. La température va atteindre moins 80 degrés Celsius. Cette couche sert de bouclier contre les météorites. En entrant dans cette couche, malgré la faible quantité de molécules d'air, elles sont suffisamment concentrées pour provoquer le désagrégement des fragments rocheux qui ont passé les couches supérieures. La thermosphère est la quatrième couche. Comme son nom l'indique, la température est importante dans cette couche. En effet, la température peut atteindre jusqu'à 1500 degrés Celsius. Par contre, si on allait faire une balade dans la thermosphère, on ressentirait très peu de chaleur, puisque la quantité de molécules est très faible. Tu te rappelleras, ce qui définit la température, c'est l'agitation des particules. À cet endroit, même si les particules bougent très très rapidement, pour atteindre une température de 1500 degrés Celsius, mais comme il n'y en a pas beaucoup, la chance que tu entres en collision avec une de ces particules-là est très faible. C'est pour ça que tu ne sentiras pas cette chaleur-là dans la thermosphère. La couche s'étend jusqu'à 640 km de hauteur. On y retrouve les stations spatiales internationales et de nombreux satellites. C'est également dans cette couche que les aurores polaires vont se produire. On retrouve aussi l'ionosphère à l'intérieur de la thermosphère. Cette couche est très importante dans les télécommunications. En effet, elle est constituée de plusieurs particules chargées qui vont permettre aux messages radio de rebondir et de retourner vers la Terre plus efficacement. Au-delà de la thermosphère, on parlera de l'exosphère. C'est cette couche qui marque la transition entre la Terre et l'espace. La quantité de molécules terrestres est de plus en plus faible. Les molécules qu'on va y retrouver proviennent entre autres des vents solaires. Comment exploite-t-on l'atmosphère? L'atmosphère nous paraît plutôt insaisissable, mais plusieurs activités en dépendent. Au niveau économique, on peut penser à l'aviation. Il y a des milliers de vols chaque jour transportant des passagers, mais aussi des marchandises. L'industrie des télécommunications dépend également de l'atmosphère. Au-dessus de nos têtes, des milliers de satellites tournent pour faire fonctionner nos télévisions, les radios, les téléphones cellulaires, Internet, les GPS, et j'en passe. Le vent est la principale source d'énergie puisée dans l'atmosphère. On exploite le vent avec les éoliennes. C'est une source d'énergie renouvelable et qui est très peu polluante. Le vent est aussi une source de loisirs important. On peut penser au kitesurf, à la voile, au cerf-volant, au deltaplane. Les montgolfières et le parachutisme sont aussi emblématiques d'activités qui se passent dans le ciel. Quelle est la relation entre l'atmosphère et l'hydrosphère? Comme mentionné au début du vidéo, il y a une bonne quantité d'eau dans l'atmosphère, et cette eau a un impact important sur différents phénomènes. On a vu dans la saison 2, épisode 2, que l'eau de l'océan, par le biais du cycle de l'eau, va s'évaporer et se retrouver dans l'atmosphère. Une fois en hauteur, elle se condense pour produire des nuages. Ce cycle évaporation-condensation est à la base de plusieurs phénomènes météo, comme les ouragans, la grêle, les arcs-en-ciel par exemple. Ce cycle permet aussi un transfert de l'énergie entre l'océan et le ciel. En se réchauffant, l'eau s'évapore. On sait, lorsqu'on est à l'état gazeux, on contient plus d'énergie, on bouge plus rapidement. Elle transporte donc cette énergie dans l'air
En se condensant, elle va libérer une grande quantité d'énergie. La différence d'énergie entre les molécules proches du sol et celles de l'altitude vont créer les vents. Une autre conséquence d'avoir beaucoup d'eau dans l'atmosphère est le réchauffement climatique. Tu seras probablement surpris à cette annonce parce que quand on parle de réchauffement climatique, en général, on parle de méthane, de CO2, mais l'eau a aussi un pouvoir d'effet. La vapeur d'eau contribue aussi à faire une barrière aux rayons UV du soleil. En résumé, l'atmosphère est la couche d'air qui entoure la planète. Cette bulle de plus de 1000 km d'épaisseur, majoritairement constituée d'azote et d'oxygène, est divisée en 5 couches. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. C'est l'atmosphère qui a permis à la vie de s'installer, en maintenant par exemple la température stable et en protégeant contre les rayons du soleil. Dans la prochaine série, nous quittons la Terre pour l'espace. Nous verrons quelles sont les interactions entre la Terre, la Lune et le Soleil.